envoie la SS jusque dans la dernière île grecque pour déporter une ou deux familles juives et bataille avec l'hôpital psychiatrique du ghetto de Venise pour rafler les ultimes malades mentaux juifs. Il n'y a rien de comparable avec les autres catégories de victimes, mais celles-ci n'en ont pas moins leur place, longtemps oubliée, dans le génocide nazi. C'est vrai des tziganes, dont des centaines de milliers ont été assassinés. C'est vrai des élites polonaises, intellectuels, prêtres, officiers, instituteurs, qui ont été la première cible des Einsatzgruppen, les groupes de tuerie mobiles. C'est vrai des soviétiques, dont plus de 80 millions moururent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la première cible des génocideurs nazis fut historiquement les malades mentaux. Entre l'hiver 1939 et l'été 1941, près de 100 000 d'entre eux, sur 300 000, seront assassinés sur ordre personnel de Hitler, en majorité asphyxiés dans des bus par leur gaz d'échappement. Les ingénieurs de l'action T4 car les bureaux se trouvaient dans la villa juive arianisée du numéro 4 de la Tiergartenstrasse à Berlin, ces ingénieurs, entre guillemets, exporteront ensuite leur invention vers l'Est. L'opération a été lancée en fait dès l'été 1939 et légalisée par une lettre du Führer antidatée au 1er septembre 1939, date du déclenchement de la guerre. Je la cite, le Reichsleiter Buller et le docteur en médecine Brandt sont chargés sous leur responsabilité d'élargir les attributions de certains médecins à désigner nominativement. Ceux-ci pourront accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables selon une appréciation aussi rigoureuse que possible. Évidemment, cette autorisation n'a pas force de loi, mais elle a suffi pour obtenir la collaboration de presque tous les médecins concernés. En fait, dès avril 1939, un, je cite, comité du Reich pour le recensement scientifique des maladies héréditaires et congénitales graves organise l'assassinat en masse des jeunes enfants victimes de malformations ou de pathologies mentales. Puis, en juillet, commence celui des handicapés adultes. Tous les témoignages confirment que Hitler entendait bien éliminer l'ensemble des malades mentaux. Et la guerre lui offrait un prétexte utile, car l'opération, du coup, ne vise plus seulement la purification de la race, mais des objectifs économiques plus faciles à faire accepter par les Allemands. La liste des condamnés à mort est établie sur la base de questionnaires que toutes les directions d'institutions doivent remplir. 39 médecins experts, souvent membres de la SS, les analysent. Chaque dossier de malade est remis à un, deux ou trois experts qui décident son sort en quelques minutes en inscrivant dans une case le signe plus au crayon rouge, c'est la mort, ou moins au crayon bleu, c'est la vie, ou du moins la survie. Le jour venu, les cars, munis de vitres opaques, enlèvent chacun 30 à 40 patients, par la force si nécessaire. Des SS, déplacés de leur poste dans les camps de concentration, les emmènent dans un asile intermédiaire, puis plus tard au centre de mise à mort. L'essentiel de ce programme d'euthanasie est dû à l'action T4 et à l'action 14F13, qui se déroulèrent dans les hôpitaux psychiatriques, dans 6 centres de mise à mort, dans les camps de concentration et dans les territoires occupés. Tous les moyens d'extermination furent mis en œuvre, y compris des expérimentations plus barbares les unes que les autres. Les tueurs ont d'abord recouru massivement aux médicaments, mais l'opération fut surtout, environ un tiers des victimes, l'occasion d'une première utilisation du gaz comme moyen d'assassinat de masse de manière de plus en plus perfectionnée. Les organisateurs de la tuerie, et notamment Christian Wirth, conçurent ensuite des camions à gaz modernisés pour l'Union soviétique occupée et finalement les chambres à gaz des camps d'extermination. Le crime, présenté comme une action de bienfaisance, s'arrêta le 24 août 1941 sur ordre à nouveau d'Hitler, après le scandale public créé par le sermon de l'évêque de Münster, Theodor von Galen, le 3 août 1941. Le Führer devait soit faire de cet évêque un martyr, soit stopper son programme d'euthanasie. Car à l'époque, le régime avait plus que jamais besoin du soutien populaire après l'invasion de l'Union soviétique.
Or, l'opération d'euthanasie n'avait plus rien de clandestin. Les morts, comme les survivants, avaient une famille, laquelle avait des voisins, etc., etc. Et beaucoup de gens s'étonnaient de ces éliminations massives hors de tout cadre légal. Officiellement terminé, donc, le massacre des handicapés physiques et mentaux se poursuit officieusement ensuite en Allemagne, mais aussi dans les territoires occupés, et notamment dans les camps de concentration que Himmler voulait libérer de ces, c'est l'expression bizarre, vis à lester, ballast existence. On estime qu'au total, entre 1939 et 1945, cette opération fit environ 300 000 victimes dans les seuls territoires allemands. Un homme joue un rôle clé, Karl Brandt, médecin personnel de Hitler. Avec Buller à la chancellerie du Reich et Bormann à la direction du parti nazi, il dirige l'élimination physique des aliénés et des autres handicapés allemands. Il invente alors l'injection létale, qui est encore utilisée aujourd'hui dans certains États. Dans un programme d'expérimentation humaine aux côtés du psychiatre Werner Heide et d'autres médecins. Il supervisera, enfin, dans le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, les essais d'Otto Bickenbach sur des prisonniers exposés à une dose mortelle de gaz phosgène. Arrêté par les Américains, il est jugé en 1947 dans le cadre du procès des médecins, condamné à mort et finalement pendu le 2 juin 1948 à la prison de Landsberg. Sur l'échafaud, en guise de repentir, il déclare que les Américains n'ont pas de leçons à lui donner, car Hiroshima et Nagasaki les placent sous le signe de Caïn. Les historiens Götz Ali et Susan Heim, dans leur livre Les architectes de l'extermination, qui est paru en français, soulignent l'importance du large consensus dont les nazis ont bénéficié pour l'euthanasie, jusque dans la plupart des familles de victimes. Je cite, « Cette expérience fut fondamentale pour les organisateurs de la solution finale de la question juive. Elle leur donna la certitude qu'un génocide planifié systématiquement et organisé sur la base d'une division du travail était possible avec les fonctionnaires et avec la population de l'Allemagne. » Quels qu'aient été les tueurs, médecins, infirmières, Einsatzgruppen, SS, soldats, ils étaient mus par la même idéologie, ce qu'on appelle l'eugénisme. Le vocabulaire est significatif ici. On parle de bouches inutiles, de vies inutiles, de vies indignes d'être vécues. Les idéologues et les propagandistes mélangent 4 niveaux d'argumentation. D'abord, bien sûr, le bien des malades, auquel on épargne d'indicibles souffrances. Ensuite, l'intérêt du peuple allemand, dont on préserve la pureté du sang. Les économies réalisées au profit de la communauté nationale. Et enfin, l'urgence de libérer des lits pour les combattants blessés. On reconnaît là plusieurs thèmes clés de l'eugénisme bien au-delà de l'Allemagne. Je rappelle que le néologisme eugénisme apparaît pour la première fois en 1883 sous la plume du Britannique Francis Galton, qui était le cousin de Charles Darwin et qui a été marqué par le livre de ce dernier, que chacun connaît, De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle, dont il ne faut pas oublier le sous-titre « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Galton propose de perfectionner l'espèce humaine en agissant sur l'hérédité, de manière positive en aidant à la reproduction des personnes les plus aptes, de manière négative en éliminant les individus inférieurs, car sa vision s'accompagne de l'obsession de la décadence via les tares transmises, bien sûr, par les classes populaires. Dans le même esprit, l'anthropologue français Vacher de Lapouge substitue au triptyque liberté, égalité, fraternité le triptyque déterminisme, inégalité, sélection. Ces idées se traduisent par une série de lois dans de nombreux États d'Asie et d'Amérique latine, mais surtout en Occident. L'État de l'Indiana adopte en 1907 une première loi au monde de stérilisation contrainte des patients des hôpitaux psychiatriques. Il est suivi jusqu'en 1950
par 33 autres États des États-Unis avec le feu vert de la Cour suprême dès 1927. Au total, entre 1907 et 1972, 64 000 Américains sont stérilisés de force. Des criminels récidivistes, des violeurs, des épileptiques, des malades mentaux, voire des alcooliques et des toxicomanes. Par ailleurs, mais sans loi, des programmes d'euthanasie, souvent par gazage, sont massivement mis en œuvre aux États-Unis. Les eugénistes, là-bas, sont aussi en pointe contre l'immigration. L'eugénisme est très présent aussi au Royaume-Uni. Winston Churchill ira jusqu'à proposer en 1911 de déporter 120 000 inadaptés mentaux dans les colonies britanniques. Et en 1913, une législation assez ambiguë est votée et elle permet l'internement en asile des malades mentaux pour les empêcher de procréer. D'autres États européens votent à leur tour, durant l'entre-deux-guerres, des textes similaires. La Suisse en 1928, le Danemark en 1929, la Norvège et l'Allemagne en 1934, la Finlande et la Suède en 1935, l'Estonie en 1936 et l'Islande en 1938. En Suède, le programme eugéniste mis en œuvre jusqu'en 1976 aboutit à la stérilisation forcée de 65 000 personnes, notamment des femmes. Et le record revient au canton de Vaud, en Suisse, qui n'abolit sa loi qu'en 1985. En Allemagne, l'eugénisme plonge ses racines dans une très longue histoire. En 1895, Adolf Jost publie un ouvrage intitulé « Le droit à la mort », Das Recht auf den Tod. Selon lui, l'individu doit pouvoir disposer en toute liberté de sa propre mort si la maladie ou l'infirmité prive sa vie de toute valeur. Et le droit oblige la société et le médecin, par compassion, à lui accorder la mort. Bref, on nage en pleine ambiguïté. Le droit de l'individu à la mort permet à la société de se débarrasser de vies qui ne lui sont plus d'aucune utilité. Le débat reprend après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920 et 1930, et c'est dans cette lignée que les nazis développent leur politique d'euthanasie dès leur arrivée au pouvoir en 1933. Au nom de l'hygiène raciale, les aides d'État, les prestations sociales, les prêts aux jeunes ménages dépendent de la valeur raciale des individus et de leur patrimoine génétique. En 1934, ils font voter une loi dite de prévention d'une descendance héréditairement malade, qui précise qui doit être exclu de la reproduction par stérilisation forcée. Jusqu'à août 1939, 400 000 personnes seront stérilisées parce qu'elles souffraient de 8 maladies dites héréditaires, dont la débilité mentale congénitale, la schizophrénie et l'épilepsie. Et évidemment, une grande campagne de propagande accompagne et justifie ces décisions monstrueuses. Joseph Goebbels a inventé, comme toujours, un slogan. Il dit « Plus de palais pour les aliénés et de taudis pour les ouvriers ». Et c'est dans ce cadre que se créent les conditions de l'action T4. L'euthanasie, j'en finis avec ça, s'applique dans les États occupés aussi. Et en France, elle va faire des ravages dans les hôpitaux psychiatriques, où 40 à 50 000 malades mentaux meurent de faim entre 1940 et 1944. Pendant des décennies, l'histoire de cette tragédie est connue du seul milieu psychiatrique, jusqu'à la publication en 1987 de L'extermination douce de Max Laffont, qui déclenche une polémique durable. Y a-t-il eu volonté délibérée des autorités d'éliminer les malades mentaux? Le débat rebondit en 1998 avec la parution d'un ouvrage rédigé par un autre médecin de l'hôpital du Vinatier, près de Lyon, Patrick Lemoine, qui s'appelle « Droit d'asile », puis la réédition en 2011 du Train des fous du résistant déporté Pierre Durand. En l'absence de décret d'extermination, de nombreux historiens se refusent, encore aujourd'hui, à parler de génocide ou même de non-assistance à personne en danger. Encore faudrait-il qu'ils expliquent comment la famine a pu tuer tant d'internés
dans les malades mentaux d'un pays qui était certes rationné à l'époque, mais pas au point d'en mourir. Alexis Carrel, prix Nobel, devenu chantre de l'eugénisme et dont un certain nombre de places et de rues portent encore aujourd'hui le nom dans notre beau pays, il rêvait d'installer la biocratie à la place de la démocratie. Et une loi du 17 novembre 1941 lui permit de créer une fondation pour l'étude des problèmes humains qui influa très largement sur une partie du milieu psychiatrique. Et à l'hôpital Vinatier de Bron, dont je parlais, un chef de service, par exemple, stigmatisait, je le cite, l'augmentation du nombre des tarés, des dégénérés, en un mot des déchets sociaux, qui contribuent à la dégénérescence de la race et deviennent une lourde charge pour la collectivité. Comme vous le voyez, et je conclus là-dessus, les nazis n'ont pas eu le monopole de l'eugénisme, même s'ils l'ont poussé jusqu'à son apogée. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vidal, pour ces explications et cette conférence très intéressante. Alors, avant de passer aux questions, je vous ai partagé dans le chat un petit questionnaire, un Google Form à remplir pour tous les participants afin que nous puissions nous améliorer sur les prochaines conférences. Si vous avez des questions, vous pouvez juste le signifier dans le chat en disant que vous avez une question et j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez la poser directement à Monsieur Vidal. Surtout, n'hésitez pas, c'est l'occasion de poser vos questions sur ce sujet. Et en attendant une première question de nos participants, j'en avais une moi-même. Pourquoi est-ce que finalement il faut attendre 1987 en France pour que cette question soit enfin mise dans un livre et connue du grand public? Ah, il semblerait que nous ayons perdu Monsieur Vidal. Oui, j'ai des problèmes de connexion. Oui, alors si vous avez des problèmes, Voilà. c'est bon? Super. Oui, oui, je crois, j'espère. Est-ce que vous avez entendu ma question ou sinon, je vois qu'on a une question d'un de nos participants. Je vais le laisser poser sa question. Alors, hop, allez-y, vous avez la parole. C'est Sacha. C'est une participante. Oui. Une participante. Désolée pour mon pseudo, je m'appelle Charlotte Simon et j'ai énormément d'homonymes, donc c'est très compliqué. Bref, oui, j'avais une question concernant les critères, parce que vous n'avez pas mentionné, je ne sais pas si vous connaissez les critères de l'époque du coup pour être jugé comme malade mental, parce que j'imagine qu'il y avait certainement aussi un peu des abus et qu'on pouvait très vite juger malade mental un peu pour arranger les petites affaires de l'État. Donc, est-ce qu'on a des preuves de ça? Voilà. Oui, on a énormément de témoignages, y compris de la part de ceux qui ont organisé l'opération d'euthanasie. Et ces témoignages vont tous dans le même sens, c'est-à-dire que les critères étaient simplement le jugement porté par les médecins aliénistes ou les médecins dans les centres spécialisés pour les handicapés et qui décidaient eux-mêmes de qui devait être tué et qui ne devait pas l'être, sans aucun, encore une fois, autre critère que leur subjectivité. D'autant que la pression était très forte, puisque c'est depuis la décision du Führer qu'ensuite l'ensemble des organismes de l'État et via Karl Brandt, l'ensemble des institutions étaient chargés de procéder au nettoyage du peuple allemand. Donc on est dans l'arbitraire le plus total. D'autant que, et je crois l'avoir dit, mais je vais y insister, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai lu énormément de livres sur ce sujet, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de plainte. C'est-à-dire que la plupart des familles de personnes exécutées, exterminées, soit par peur, soit par intérêt, n'ont pas fait part d'objections à ce qui avait été décidé.
Ça doit nous faire réfléchir parce que la dimension de consensus populaire est une dimension très importante de cette opération, comme les historiens que j'ai cités l'ont souligné. Très bien, merci pour votre réponse. Si d'autres personnes ont des questions. Alors, en attendant, je vais vous reposer ma question que vous n'avez pas pu Oui, entendre quand vous avez eu un petit problème de connexion. Pourquoi finalement il faut attendre 1987 pour qu'en France, enfin, cette question elle soit vraiment mise en avant, mise en lumière? ce qui est très particulier dans l'historiographie française, c'est qu'elle a essentiellement traité de la déportation des résistants, qui était centrale dans toute la littérature historique jusqu'à Paxton, jusqu'au travail de l'historien Paxton sur Vichy. Je dis Paxton, il y en a d'autres évidemment, c'est simplement un symbole. Le travail des historiens sur le génocide en France a été très faible pendant de très longues décennies. Et en fait, c'est plutôt des historiens étrangers, notamment les historiens allemands, qui se sont replongés dans cette histoire avec deux avantages importants. D'abord, c'est des historiens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce ne sont pas, comme on dit, les historiens de la Hitlerjugend, de la jeunesse hitlérienne, formés dans ce cadre-là. Et deuxièmement, ils ont, du fait de la chute du mur, bénéficié d'une documentation absolument considérable qui n'avait pas été étudiée jusque-là et qui se trouve en Allemagne, dans le centre de Ludwigsburg. C'est la raison pour laquelle j'ai fait en 2002 ce livre qui s'appelle « Les historiens allemands relisent la Shoah », parce qu'à l'époque, il y avait des dizaines et des dizaines de livres. Quand je dis livres, ce n'est pas des petits pamphlets, c'est des livres de 5, 6, 700 pages avec à peu près autant de pages de notes que de pages de texte. Toute cette masse était complètement inconnue en France. Aucun livre n'était traduit. Quand le mien est paru en 2002 aux éditions Complexes, c'était neuf pour la plupart des éditeurs. Et j'ai été très heureux qu'ensuite, d'ailleurs, un certain nombre d'éditeurs traduisent des livres de ces historiens allemands. Et là, on a plongé dans des choses qu'on ne connaissait pas dans l'historiographie française. Je sais que si un certain nombre de mes confrères historiens m'entendaient, ils ne seraient pas contents, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, on a d'abord pris en compte l'ensemble essayer de comprendre comment petit à petit le projet génocidaire s'était radicalisé. Comment de Mein Kampf, qui est un livre très vague dans son projet génocidaire, on est arrivé à partir notamment de l'invasion de l'Union soviétique et du massacre de masse des Juifs de l'Union soviétique. C'est là vraiment qu'on peut parler de génocide. Avant même Auschwitz, avant les centres d'extermination, le moment où on passe au génocide, c'est le moment où, sur le front de l'Est, la Wehrmacht et les Einsatzgruppen ne tuent plus seulement les hommes juifs, considérés comme des cadres communistes, mais l'ensemble des juifs, y compris les femmes et les enfants. Et c'est ce basculement-là de l'été 1941 qui nous entraîne dans le génocide, d'abord ce qu'on appelle la Shoah par balle, et puis ensuite le génocide industriel des centres d'extermination. Tout cela, toute cette analyse de l'évolution, de la radicalisation du génocide, c'est surtout chez les historiens allemands de cette nouvelle génération qu'on les a trouvés et qu'on les a ensuite réimportés, si je peux dire, dans l'historiographie française. Évidemment que c'est extrêmement, non seulement important pour la mémoire, pour l'histoire, le devoir de mémoire, comme on dit, mais aussi pour comprendre les mécanismes qui peuvent mener à une entreprise génocidaire, celle-là ou une autre, puisqu'on sait bien que le génocide nazi n'est pas le seul génocide de l'histoire, loin de là, il s'en produit encore dans le monde contemporain. Je renvoie simplement
génocide des Tutsis, au génocide des Khmers, ou plutôt à celui des Arméniens. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vois que pour Madame Guyot, c'est bon. Il est 16h30. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous pouvons mettre fin à cette conférence. Donc, je vous ai remis le lien pour le formulaire à remplir. Et surtout, je voulais de nouveau vous remercier l'ensemble des participants et en particulier Monsieur Vidal pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Dès demain à 16h, il y a une nouvelle conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie de Frédéric Maguin sur l'épopée européenne de Stanislas, le duc de Lorraine. Donc, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook ou notre site internet pour avoir le lien Zoom et toutes les informations. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.